Merci d'être présent. Je m'appelle Frédéric Bérard, avocat. Je suis aujourd'hui avec Nelly Benoît, qui est aussi avocate criminaliste du côté de la défense et qui vient nous entretenir des tenants et aboutissants relatifs au concept de l'indépendance de l'expert dans un procès criminel. Maître Benoît, bonjour. Salut. Et dites-nous la première question de base peut-être, là, surtout s'il y a des criminalistes qui sont à l'écoute. Quelles sont les considérations propres au témoin expert versus le témoin ordinaire? Ben, le témoin ordinaire, ça va être quelqu'un qui va venir témoigner pour parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment un témoin de fait pur, si on veut, alors que le témoin expert, lui, va être capable de parler de ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, tout ça, mais en plus, il va pouvoir donner son opinion, ce qui n'est pas permis avec les témoins ordinaires. Donc, déjà là, on a une assez grosse différence. Quand on dit « je ne suis pas du tout criminaliste », alors il faut me prendre par la main, comme peut-être d'autres qui nous écoutent. Quand on dit que le témoin expert a vu certaines choses, est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est une obligation? Ou peut y avoir des expertises beaucoup plus théoriques que d'autres? Ben, c'est-à-dire que souvent, quand une partie fait appel à un témoin expert, c'est que il y a quelque chose dans la preuve qui est un peu plus compliqué que juste « j'ai vu Monsieur X rentrer dans la voiture rouge ». Donc, on va parler souvent de scientifiques ou de notions qui sont vraiment très, très, très théoriques. Puis là, l'expert va pouvoir analyser ces notions-là pour pouvoir en tirer une conclusion et fournir son opinion au tribunal. À partir d'une base factuelle absolument, tout claire, le temps. nette, précise. Pas tout le temps. C'est-à-dire que, idéalement, les faits sont clairs, nets et précis, mais la vie étant ce qu'elle est, les nuances de gris la existent. perception étant c'est ça. Ouais. Et parmi les témoignages d'expertise les plus fréquents, disons ça comme ça, en matière de droit criminel, quels seraient-ils aujourd'hui? Les plus fréquents, ben, je dirais, prenons l'exemple d'une cause de meurtre. Alors, on va à peu près toujours avoir un pathologiste qui va venir pour expliquer de quoi est morte la personne. Qui est un peu l'équivalent d'un coroner de façon générale? Ou qui oui, ben un pathologiste, c'est un médecin qui pratique une autopsie sur... Non, mais je veux dire, les coroners sont nécessairement pathologistes eux-mêmes. Non, non. Non? Ah non, absolument pas. Il y a des avocats qui peuvent être coroners. Arrêtez donc, vous-même, pour les questions de meurtre? Oui, oui. Ah oui? Ben, moi, je pourrais être coroner. C'est-à-dire que quand c'est des meurtres, à l'époque, on remonte des décennies derrière, là, il y avait une enquête du coroner pour les meurtres. Il n'y en a plus maintenant. Quand c'est un acte criminel, le dossier va être référé à la police et s'il y a mort, c'est le pathologiste qui va faire l'autopsie. Les coroners vont intervenir quand il y a décès, mais plus du type suicide ou accident. OK, d'accord. Donc, rétablir une espèce de trame factuelle potentielle. C'est ça, trouver les causes. Est-ce qu'on peut, dans la société, améliorer telle chose? Par exemple, si une route fait en sorte que tout le monde a des accidents là, ben, il faudrait peut-être corriger la route, donc, nécessairement, un pathologiste, c'est pas nécessairement ça n'a rien à voir. Ben non, faire l'autopsie du chauffeur de bus qui a eu un accident, c'est plus la boîte noire du bus qu'on va vouloir avoir pour comprendre l'accident. Alors, dans les témoignages d'expertise fréquents, on a en matière de meurtre, est-ce qu'on parle ici d'automatisme? De ce que je comprends, la réponse à peu près tout le temps. Moi, j'ai jamais fait de dossier de meurtre qui n'avait pas de patho, qui venait expliquer là, comment la personne est décédée. Pour évidemment créer ou... Ben, c'est ce que les procureurs de la couronne disent tout le temps, c'est pour faire parler la victime, en fait. Parce que la victime, elle peut pas venir témoigner, forcément, elle est décédée. Par la force des choses. Donc, comment elle est morte, elle peut pas venir l'expliquer. Alors, c'est le patho qui, lui, va venir dire, ben, c'est un objet piquant et tranchant. Donc, par exemple, un couteau, c'est un objet contondant, par exemple, un bat de baseball, ou c'est un projectile, donc arme à feu. C'est ce genre d'affaires-là. Okay, d'accord. Donc ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire, ou à peu près. Ben, pour comprendre comment la personne est morte. Il faut aussi prouver qu'elle est morte dans un cas de meurtre. S'il y a des témoins ordinaires, est-ce que ça peut éviter le témoignage de l'expert? Ben, c'est-à-dire que dans une cause de meurtre par arme à feu, par exemple, le témoin ordinaire va dire, par exemple, je sortais de l'épicerie et j'ai entendu des coups de feu et j'ai vu un homme tomber au sol et là, il y avait du sang. Ça, c'est un témoin ordinaire. Mais le témoin ordinaire ne pourra pas dire le projectile est entré dans son poumon gauche et là, le poumon s'est affaissé et là, son cœur a arrêté de battre. Ma question de junior, encore une fois, c'est que si vous avez un témoin ordinaire qui, reprenons l'exemple très précis que vous venez de nommer, à la sortie de l'épicerie, par exemple, peu importe, est arrivé telle affaire, quelle pertinence y a-t-il à avoir un témoin expert qui vienne expliquer que le projectile, je veux dire, qui a frappé le poumon droit ou gauche au final, est-ce que c'est important que ça? Ben, c'est-à-dire que
je vais sortir Dépendamment des dossiers, c'est ça, je vais mais... sortir de l'exemple précis, là, je vais y aller plus en général. Un expert, il va nécessairement être appelé par une des deux parties. Bien sûr. Donc, l'expert, il va venir abriller, il va venir couvrir la théorie de cette partie-là pour tenter de convaincre soit le juge seul ou le jury que c'est notre théorie qui est la bonne. Donc, on va se servir de l'expert pour amener des informations devant le juge des faits, le juge ou le jury, pour les convaincre que c'est notre théorie qui est la bonne. C'est ça le but de l'expert. Mais donc, donc, je vais poser ma question différemment. En fait, je ne vais pas la poser différemment, je vais poser exactement la même question. Est-ce qu'il y a des témoins ordinaires qui en savent suffisamment pour épargner la nécessité d'un témoin expert? Parfois. Parfois. Oui, ça se peut. Dans les trucs relativement simples, j'imagine. Oui. Un des critères d'admissibilité d'un expert, c'est qu'il doit amener des renseignements qui sont hors de la portée de monsieur, madame, tout le monde. Donc, parce que le juge des faits, que ce soit un jury ou un juge, c'est monsieur, madame, tout le monde. Si c'est des faits qui sont si compliqués parce que scientifiques, parce que très, très théoriques, parce que très ardus à comprendre, bien là, l'expert, c'est ça son rôle, en fait, c'est de venir expliquer. Je vais prendre, par exemple, un expert en ADN. Ouais. Bon, ben il faut l'expliquer, c'est quoi l'adénosine, dénoxynoneurose. Bon, ben, ça, vous voyez, là-dessus, ça, je conçois très aisément la nécessité. Donc, les tableaux avec les allèles qui vont dire, bon, je peux dire que c'est l'ADN, celui-là, c'est 1 sur 18 milliards de chances que ce soit quelqu'un d'autre, par exemple. C'est des chiffres ridicules, là. Les affaires d'ADN, c'est très, très précis, là. Mais il faut que quelqu'un qui comprend c'est quoi vienne expliquer au juge des faits qu'est-ce que c'est le match d'ADN qu'on a. Dans une autre formation, on discutait de l'arrêt Burns, que vous connaissez, là, sur la peine de mort, l'extradition aux États-Unis. Bon, des considérations de charte, c'est plus sur le volet constitutionnel, mais dans ce dossier très, très précis, Raffey et Burns, qui étaient les deux meurtriers, en fait, qui ont commis un triple meurtre dans l'État de Washington, on fait le classique de ce que j'ai compris en droit criminel, c'est-à-dire laisser croire un cambriolage, ils ont volé des trucs par la suite, ils ont foutu un peu le bordel, et ont eu l'excellente idée d'aller prendre chacun une douche dans l'appartement en question pour laisser le plus de traces d'ADN possible. Voilà. Ça, c'est les réflexes de l'avocat de la défense. Mais je comprends bien ici que même dans un cas aussi patent que celui-là, vous aurez besoin d'un témoin expert pour venir prouver effectivement que l'ADN... Sûr et certain que le procureur de la Couronne va amener un chimiste expliquer, un chimiste qui fait de la biologie. Voilà. Je fais un saut de plus, mais la défense dans ce cas-ci, quelle est la contre-expertise? Puis là, je devance un peu la discussion, mais c'est ça la beauté de notre formation, c'est qu'on discute et on s'amuse. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour la défense de faire valoir une expertise dans un cas comme celui-là où la couronne arrive avec un témoin expert qui dit ben l'ADN démontre que c'est bien celui, le test d'ADN démontre que c'est bien celui de Monsieur X. Ben c'est-à-dire que la défense peut également faire ses propres analyses de son côté par un autre expert dans le même domaine. Et si les conclusions sont les mêmes, bon, ça règle la question, mais si les conclusions sont différentes, effectivement, la défense va vouloir amener la différente conclusion devant le juge des faits. Et dans un cas comme celui-là, si évidemment il y a une différence dans les conclusions applicables. Est-ce qu'on considère que dès lors, la notion de doute raisonnable s'applique en faveur de la défense ou... Ben, c'est-à-dire que ça devient ce qu'on appelle une bataille d'experts. Et là, le juge des faits doit trancher. On s'entend qu'en droit criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Mais je vais vous donner un exemple. Mais en fait, si je pose la question différemment dans votre exemple, le simple fait d'avoir une contre-expertise qui remet en question la conclusion de la couronne, est-ce que ça... Là, je parle strictement de la question de l'ADN. Oui, pas nécessairement. Parce que l'expert, c'est quand même un témoin. Donc, il faut que le juge des faits décide s'il accorde la crédibilité à son témoignage. Au complet, en partie, pas du tout. C'est quoi la valeur probante de ce qui amène comme ça? Très bien considérer. On pourrait dire, l'expert de la défense, je le crois pas pantoute, c'est un clown, il dit n'importe quoi, je rejette complètement son témoignage. Il pourrait, absolument. Puis c'est réglé. Ben, dans ce cas-là, oui.